Merci et bonjour à tous. Je suis François-Marc Durand, donc le président de Lazare Gestion. Je vous remercie de votre présence et puis, vous avez été très nombreux à répondre à présent à notre appel. Vous êtes plus de 100, au dernier décompte, peut-être même 150. Je vous félicite tous, hein, tous ceux qui sont présents, à la fois pour votre curiosité intellectuelle et pas pour votre éveil professionnel d'une certaine façon. Alors pour vous, en quelque sorte, vous remercier de cette présence et de cet effort que vous faites, on va essayer de faire cette réunion aussi intéressante et aussi utile que possible. Et je vous annonce le menu. D'abord, je vais vous parler du métier de gestion d'actifs, qui est un métier, si je me souviens, et je me souviens très bien de mes années d'études, les métiers de la finance sont des métiers qui ne sont pas du tout connus ou très mal connu, et celui de la gestion d'actifs, pour le coup, lui, est vraiment inconnu. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu de mon métier. En plus, c'est un métier que j'aime beaucoup, donc je vais vous en parler et essayer de vous faire partager un peu de ma passion. Euh, Après, je vous parlerai un peu de Lazare Gestion. Je dirige Lazare Gestion depuis 21 ans, donc c'est une société que je connais bien, je vous en dirai un petit mot. Euh, et puis après, on va faire un focus sur trois métiers et donc compléter cet éclairage par une vision du métier de banquier privé que va vous présenter Aurélia Vercher, du métier d'analyste gestionnaire que va vous présenter Annabelle Vinatier et qui m'accompagne ce soir, et puis des métiers liés au risque dont vous parlera Olivier Bibiano, notre directeur des risques. Voilà. Et puis, après, on vous parlera de nos stages, parce que c'est quand même un peu pour ça que vous êtes venus. Et puis, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour laisser du temps pour les questions que vous pourriez être amenés à nous poser. Voilà. Et alors maintenant, au slide suivant, je vais commencer tout de suite par une définition, parce que le métier de la gestion d'actifs, vous ne savez probablement pas ce que c'est, et je vais vous le définir avec mes mots très simplement. Le métier de gestion d'actifs, c'est, dans l'économie, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez des épargnants, vous voyez indiqué à gauche, c'est-à-dire c'est des gens qui ont de l'argent disponible, mais qui n'en ont pas l'usage immédiat et qui voudraient que cet argent se transporte dans le temps sans perdre trop de valeur. Et puis, alors vous pensez épargnants, vous dites des personnes physiques, mais en réalité, les gros épargnants sont plutôt les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fondations. Les caisses de retraite, vous le savez, ont des réserves pour payer des retraites ultérieurement. Elles n'en ont pas l'usage immédiat. Et puis de l'autre côté, vous avez des agents qui, eux, au contraire, recherchent de l'argent, recherchent des liquidités. Ce sont les entreprises qui ont des projets d'investissement. Donc, eux, ils ont des projets, mais ils n'ont pas d'argent. Et puis, vous avez des acteurs qui, eux, ont de l'argent et pas de projet. Et malheureusement, ils ne se parlent pas entre eux. Une entreprise qui recherche de l'argent pour financer un projet d'investissement ne connaît pas une caisse de retraite qui, voilà, dispose des liquidités pour le futur. Et par contre, il y a des intermédiaires financiers, des sociétés de gestion de portefeuille. Et notre métier, c'est de connaître et de comprendre les épargnants. Ils disposent de l'argent pour quelle durée, quel type de risques ils sont prêts à prendre et qu'est-ce qu'ils veulent qui se produise pour leur argent dans le temps. Et puis, on doit évidemment analyser les projets d'investissement des entreprises, ou ça peut être aussi des États qui ont des déficits budgétaires à financer. Et puis, on doit essayer de réaliser la meilleure adéquation possible. Et voilà, c'est ce métier d'intermédiaire. Alors, on a mis des flèches, vous voyez, parce que les épargnants vont nous confier de l'argent, nous, on va les prêter ou les placer auprès des entreprises ou des États qui vont faire fructifier cet argent dans le temps et qui vont nous donner les intérêts liés au placement de ces sommes. Et puis nous, on va les redonner aux épargnants. Et au fond, c'est ça notre métier. Alors, c'est un métier qui est très important. D'abord, je vais vous dire, il y a 600 ou 700 sociétés de gestion en France. Ça représente plus de 20 000 personnes. L'essentiel, c'est des cadres. C'est un métier à très forte valeur ajoutée. Donc, c'est un métier qui a un vrai poids économique. Et sur le slide suivant, j'ai recensé euh, pourquoi ce métier est fondamental sociétalement, qu'est-ce qu'il apporte sociétalement. Et quand on va investir l'argent, eh bien, on va se poser toute une série de questions. On va se dire, par exemple, j'ai cité, c'est pas que ça, mais par exemple, est-ce qu'on va financer les énergies fossiles? Par exemple, est-ce qu'on va financer l'énergie nucléaire? Est-ce qu'on va financer l'armement? Donc, va se poser des questions sur les secteurs, on va se poser des questions sur les pays. Est-ce qu'on va prêter l'argent, je ne sais pas, à la Grèce
qui a déjà fait défaut, à des pays encore plus exotiques, ou est-ce qu'on va se prêter qu'à l'Allemagne? Bon, ce qui est un peu limité. Est-ce qu'on va aussi le bon moment d'investir dans l'économie? Et l'économie, de temps en temps, a besoin qu'il y ait des investissements qui se produisent. Et puis, de temps en temps, il y a des bulles. Au contraire, il faut limiter les investissements, etc. Donc, toutes ces questions-là, on va se les poser et on va donc apporter une réponse qui a une utilité sociale. Et puis, slide suivant, c'est évidemment en se posant ces questions-là, on va être amené à être un acteur très attentif de la vie économique et de comprendre parfaitement comment fonctionne l'économie. On va essayer de comprendre et de lire les politiques économiques des États, lire les politiques des banques centrales, donc ça c'est quand même fondamental. Évidemment, tout ça dans une prospective, hein. On va essayer de réfléchir au futur. Voilà. Et puis, on est très à l'écoute de tout ce qui est capable de venir percuter la vie économique normale. Donc, ça peut être évidemment les crises, la guerre en ce moment en Ukraine. Hein. Si vous ne comprenez pas bien les ressorts de cette guerre et l'implication que ça a sur les matières premières, sur l'énergie, sur le commerce mondial, etc., les risques de dérapage, les risques géopolitiques. Bon, vous allez être, quand il y a eu la crise du Covid, évidemment, la lecture de cette crise, la compréhension intime de cette crise. Et donc, ça vous amène à tout comprendre, à tout aborder, à tout creuser. Hein. Voilà, l'incident de Fukushima, évidemment. Bon, puis les élections, en ce moment, il y a les élections midterm aux États-Unis. Voilà, donc toutes ces questions-là, et vous êtes finalement, du coup, au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est un métier qui est vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Alors, slide suivant. Euh, voilà quels sont les métiers qu'on rencontre fréquemment dans une société de gestion. Il y a les métiers que j'appellerais les métiers de l'amont, c'est-à-dire c'est les métiers commerciaux. On va aller voir des épargnants en leur expliquant d'abord qu'on est les mieux placés pour réaliser des investissements, qu'on est les plus professionnels. Donc, il faut travailler les arguments, bien les comprendre. Et puis, essayer de comprendre aussi quel est l'horizon de placement, quelle est la nature de risque que l'épargnant est capable de prendre. Donc, il y a un vrai travail à la fois relationnel et de compréhension. C'est assez technique quand même. Hein, je dois dire, c'est pas un travail commercial comme si on vendait des savonnettes. Hein, c'est un métier quand même très technique. Voilà. Marketing, c'est un peu comme le commercial, mais on va pas forcément rencontrer le client. On va plus réfléchir. C'est plus un métier d'étude. On va essayer de trouver des idées et des arguments. Et puis après, il y a les métiers de l'aval. C'est-à-dire, une fois qu'on a collecté cet argent, il faut l'investir. Première question qu'on va se poser, j'en parlais tout à l'heure, c'est la problématique d'allocation, vers quel type de pays, quel type de secteur. Et puis, une fois qu'on a fait le choix d'un secteur, par exemple, n'importe quoi, le secteur automobile, eh bien, est-ce qu'on va plutôt investir dans Daimler? Est-ce qu'on va plutôt investir dans Fiat? Est-ce qu'on va plutôt investir dans Renault? Et ça, on va se poser des questions stratégiques. Qui est le mieux placé pour passer du véhicule thermique au véhicule électrique? Qui est-ce qui fait... Voilà. Et puis après, on va rentrer quand même dans un grand détail, lire les comptes des entreprises, connaître bien à la fois la stratégie, mais aussi comprendre les chiffres des entreprises pour voir aussi si ce que les entreprises racontent, c'est bien ce qu'elles font en réalité dans la vraie vie. Voilà. Et alors, slide suivant. Euh, euh, voilà, c'est ce que je pourrais évidemment répondre à toutes vos questions. Maintenant, je vous dis un petit mot de Lazare Gestion. Lazare Gestion est une société qui est en forte croissance et en croissance depuis maintenant un certain temps, régulière. Et vous voyez, si on mesure cette croissance à l'argent qu'on place comme investissement, eh bien, on est passé de 11 milliards à 37 milliards. C'est-à-dire qu'on a en gros triplé, plus que triplé en 10 ans. Voilà, c'est vraiment une croissance forte. Si on regarde slide suivant, en termes d'effectifs, une autre façon de mesurer la croissance, on voit que ça a cru, mais de façon plus faible, parce qu'évidemment, euh, quand vous avez détecté qu'un investissement est un bon investissement, que vous investissez 10 millions ou 30 millions, finalement, ça ne nécessite pas plus d'équipes. Donc, il y a des économies d'échelle, comme on dit, dans nos métiers. Voilà. Mais donc, c'est une société en forte croissance. Et alors après, c'est quoi les caractéristiques de Lazare Gestion? Slide suivant. J'ai mis les principales, bien entendu. Ben, on est une entreprise, on était petit, on est devenu gros. Donc, il y a un vrai esprit entrepreneurial. Et on sent que les gens ont envie de développer, de créer de nouveaux segments, de nouveaux produits, etc. Donc, il y a un vrai esprit entrepreneurial.
Il y a une très forte responsabilisation. Alors, rassurez-vous, quand on est stagiaire, on vous aide, on vous encadre, mais c'est une société où on aime bien que les gens prennent des responsabilités, se saisissent de sujets, se comportent, moi j'appelle ça se comporter en adulte, en quelque sorte. Voilà. Il y a une ambiance de travail très amicale, les gens s'aident beaucoup. C'est vrai que quand une entreprise réussit bien, ça aide beaucoup l'ambiance. On a beaucoup de succès, alors on fête beaucoup les succès, on fait on boit une petite coupe de champagne le soir avant de partir pour fêter tel ou tel succès. Ouais. Il y a des liens hiérarchiques très courts. Moi, j'ai mon bureau qui est toujours ouvert et je suis toujours content de rencontrer n'importe qui. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'on est bon et qu'on fonctionne bien. C'est en faisant des liens hiérarchiques parce que s'il y a des espèces de pesanteur hiérarchique, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. On est des gens très voilà, très innovants, à l'écoute de nouvelles idées et on essaye d'avoir beaucoup d'idées. En fait, on valorise beaucoup les gens qui ont des idées. Alors, chose très importante, vous avez beaucoup dans l'économie des entreprises qui ont des cultures de commerciaux. Je ne sais pas, par exemple, les entreprises de biens de consommation, de cosmétiques ou de biens de luxe, vous avez que des commerciaux dedans. Puis vous avez des entreprises qui ont une culture d'ingénieurs, je ne sais pas, des Airbus, des EDF, voilà. Et nous, on pense qu'il faut qu'il y ait au contraire des cultures se cèdent l'une l'autre. Et quand on met dans une même pièce quelqu'un qui a fait des études commerciales et quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, eh ben, on obtient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une mosaïque des compétences et des profils, voilà. Alors, chose très importante, des fois les gens se disent oh là là, Lazare, c'est des gens, ils pensent qu'au profit, etc. Ce n'est pas vrai, en tout cas en ce qui concerne notre métier de gestion d'actifs. On est très attentif au monde qui nous entoure. On a beaucoup développé l'ESG. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous avez des questions, vous me les poserez. Voilà, on a créé une fondation, on réfléchit beaucoup à la responsabilité sociale de l'entreprise que nous sommes. Voilà. Et pour les stagiaires, je peux vous le dire, on a beaucoup de considération pour les stagiaires. Pourquoi? Parce que eh ben, on leur demande de contribuer vraiment. On leur donne voilà, c'est pas des stagiaires juste à qui on apprend, c'est des stagiaires à qui on demande de faire. Et c'est, moi, je pense, beaucoup plus valorisant dans un stage. Et donc, de contribuer à un succès, de remporter un appel d'offres ou je ne sais quoi, c'est quelque chose de très valorisant. Voilà, on a mis ça, mais c'est pour la publicité, qu'on a eu des très bonnes notations pour les stages. Et les stagiaires sont très contents, ceux qui viennent chez nous sortent de là. Vous pourrez faire appel à eux, c'est des anciens, ils vous parleront très, très librement. Slide suivant, je vous dis un mot pour finir de l'organisation et vous, comme ça permettra de resituer où se situent les stages. Donc, comme je vous disais, il y a des métiers commerciaux, mais pour chaque type de segment de clientèle, c'est des équipes différentes. Les gens qui vont traiter avec des clients privés, c'est souvent des chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise. Les gens qui vont discuter avec les grandes institutions, ceux qui vont discuter avec des réseaux de distribution. On a des grandes banques ou des grandes compagnies d'assurance qui vont distribuer nos produits ou nos savoir-faire en matière d'investissement. On a aussi une part qui est croissante à l'international. Donc, on a une équipe qui travaille essentiellement sur l'Europe. Voilà. Marketing, donc c'est très lié, en fait, les métiers de marketing, très liés aux métiers commerciaux, mais c'est plus dans la réflexion. Donc le métier commercial, ça va quand même demander beaucoup de sens du contact et beaucoup de technicité à la fois. Marketing, ça va être plus dans la recherche, c'est des métiers de recherche. Et puis après, l'investissement, comme je vous disais, c'est le métier de l'aval. Donc une fois qu'on a cet argent, ben, d'une part, on va se poser des questions d'allocation d'actifs. Donc là, c'est-à-dire dans quel pays, donc on va faire beaucoup d'études économiques, macroéconomiques, dans quel secteur. On va se poser beaucoup de questions d'ensemble sur l'évolution de la situation économique et c'est là où on va réfléchir aux crises, où on va parler beaucoup de Covid quand c'est le Covid, d'Ukraine et de Russie quand c'est la guerre en Ukraine, voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait cette allocation, eh bien, on va confier à des spécialistes qui vont rentrer dans des analyses plus fines, investissement par investissement, et qui vont décortiquer des comptes des entreprises, rencontrer les dirigeants de ces entreprises pour comprendre leur stratégie, essayer d'avoir une bonne vision d'un secteur. C'est évidemment des métiers totalement passionnants.
Et puis en dessous, vous voyez des métiers aussi liés à l'ESG, c'est-à-dire prendre en compte non pas seulement les caractéristiques financières des entreprises, mais également comment elles se comportent vis-à-vis de l'environnement et savoir trier le bon grain de livret. Voilà. Alors, on a aussi une direction ESG qui elle est plus sur la stratégie ESG. Et puis, donc, ce que j'appelle donc tous ces métiers, c'est les métiers autour, c'est-à-dire c'est plus des métiers ni de l'amont ni de l'aval, mais c'est ceux qui font que tout ça fonctionne bien, les métiers sur les opérations, mais je parlerai notamment du métier des risques, parce que là, les risques, ça veut dire quoi? C'est ben, les clients ont déterminé voilà, des enveloppes dans lesquelles ils veulent qu'on place, mais avec des risques définis. Ceux qui investissent, investissent, mais après, il faut que quelqu'un vérifie que les investissements qui sont réalisés correspondent bien aux enveloppes de risque déterminées par les clients. Et ça, c'est assez calculatoire. C'est des métiers qui s'adressent plutôt à des ingénieurs. Et puis, enfin, gestion des projets, ça, c'est des gens qui vont se situer entre les métiers de l'amont, de l'aval, et puis les informaticiens qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qu'un commercial ou qu'est-ce qu'un analyste gestionnaire a besoin, souvent en termes de transformation, et va essayer de mettre ça sous la forme d'un cahier des charges pour des développements informatiques. Voilà, donc en gros, je vais maintenant, slide suivant, je pense passer la parole donc à Aurélia qui va vous parler des métiers de la banque privée. Donc, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Aurélia Vercher et donc je suis banquier privé et donc je vais vous exposer un petit peu mon parcours et ce beau métier qui est le métier de banquier privé chez Lazare. Donc moi je suis diplômée de l'EM Lyon et dès 1997 à la sortie de l'école, je me suis orientée vers la gestion de patrimoine puisque c'était pour moi une vraie vocation. Donc, j'ai rejoint Paribas à Paris, dans le département de la gestion privée, mais j'ai commencé pendant 2 ans au marketing de la gestion privée pour bien comprendre les produits, l'offre proposée à la clientèle privée et les différents process. Ensuite, pour des raisons personnelles, donc je suis partie à Londres, donc au moment où Paribas a fusionné avec BNP en 2000. Et donc, j'ai rejoint la gestion privée internationale, où là-bas, je me suis occupée essentiellement de développer une clientèle de Français basés à Londres. Et donc, pendant ces 5 années, j'ai fait donc mes premières armes en termes de prospection dans le dur. Et ça a été très enrichissant puisque je me suis occupée principalement de financiers basés à Londres, donc comme clientèle majoritairement. Et puis en 2005, donc toute la famille est rentrée à Paris. J'avais eu entre-temps mes 3 enfants et la question se posait alors pour moi de rester soit dans le grand groupe BNP Paribas avec une approche de banque universelle ou plutôt de rejoindre une plus petite structure que j'avais connue à l'origine avec Paribas et avec une dimension beaucoup plus entrepreneuriale. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2005, que j'ai rejoint donc Lazare Frères Gestion, au moment justement où François Marc avait décidé d'impulser une nouvelle dynamique de développement et de créer cette équipe de banquiers privés. Et donc, j'ai rejoint une équipe de 2 banquiers à l'origine, avec un ingénieur patrimonial. Et aujourd'hui, donc 18 ans après, nous sommes 22 banquiers privés et 4 ingénieurs patrimoniaux. Donc, ça fait vraiment partie d'une dynamique que vous exposait plutôt François Marc. Et donc, j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé beaucoup, j'ai ouvert de nombreux comptes. Et donc, au fil du temps, j'ai progressé dans la structure. Et je suis, je dirais, le parfait exemple d'une belle carrière, puisque quand je suis arrivée, j'étais sous-directeur. Je suis maintenant donc associée gérant de Lazare Frères Gestion. Et j'ai même le rôle de managing director au niveau du groupe. Et puis tout récemment, en ce début d'année 2022, François Marc m'a proposé de prendre la responsabilité de l'équipe des banquiers privés. Et donc, ça a été pour moi une vraie marque de confiance et de reconnaissance de mon travail, puisqu'aujourd'hui, donc, ce nouveau rôle de management, c'est très enrichissant et dynamisant à la fois d'animer, de recruter, de motiver une équipe et puis de prendre aussi un peu plus de recul pour définir la stratégie de développement. Donc voilà pour mon parcours. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que le métier de banquier privé? Alors, je dirais, dans un premier temps, c'est un vrai rôle
de prospection. Et donc ça, c'est un rôle très commercial. Et je trouve que ça, c'est très motivant puisqu'il s'agit d'identifier des entrepreneurs, des managers sous LBO qui vont céder leur entreprise et avoir donc des actifs financiers, des liquidités à confier et à placer. Donc il y a déjà en amont un gros travail de prospection pour lequel d'ailleurs les stagiaires qui font partie de l'équipe nous aident au quotidien. Ensuite, une fois qu'on a donc identifié ces entrepreneurs, il faut leur écrire un mail, un SMS, un courrier pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et donc là, ensuite, il y a une grosse étape où il va falloir mener à bien 2, voire 3 rendez-vous avec les prospects pour bien les écouter, bien comprendre leurs objectifs, leurs contraintes de gestion, leurs projets, de manière à leur proposer des solutions adaptées à leur situation et bien en phase avec leurs objectifs. Et donc là, il y a un travail de pédagogie à mettre en œuvre pour proposer une proposition d'investissement qui va bien répondre à leurs contraintes et à leurs objectifs. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à convaincre ces prospects de devenir clients de Lazare, il y a tout un travail d'accompagnement de ces clients dans la durée, puisqu'on va progressivement donc, rentrer en confiance avec eux, mener bien sûr des points de gestion pour leur rendre compte de la gestion qu'on va mener de leurs actifs, et puis pour répondre aussi à la problématique de ces différents clients qui, au fil du temps, vont nous interroger, par exemple, pour mettre en place un crédit immobilier. Est-ce qu'on doit ou pas créer un véhicule pour cela? Est-ce que ça peut être opportun pour eux de faire des donations à leurs enfants? Dans quelle mesure? Est-ce qu'ils ne sont pas trop âgés pour le faire ou est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que, par exemple, ça peut être aussi opportun de changer de régime matrimonial? Donc, sur tous ces sujets juridiques et fiscaux, le banquier privé joue ce rôle de chef d'orchestre de la relation aux côtés d'experts de la maison que sont le gestionnaire de portefeuille, qui lui va mettre en œuvre la gestion financière au quotidien, et l'ingénieur patrimonial qui lui va répondre à toutes ces questions juridiques et fiscales. Donc le rôle de banquier privé, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre et d'accompagnement dans la durée une fois qu'il a réussi à convaincre donc un prospect, un entrepreneur qui a cédé, de devenir client. Alors, pourquoi moi j'aime ce métier? Tout d'abord parce que c'est un vrai métier où on crée du lien et une relation de confiance avec des personnalités, avec des entrepreneurs qui ont réussi. Et donc, c'est extrêmement satisfaisant de parvenir à les convaincre. Et je ne vous cache pas qu'après 25 ans, j'ai toujours un gros pic d'adrénaline quand je vois que le prospect m'appelle pour m'annoncer son choix. Et évidemment, en général, il a décidé de rejoindre Lazare. Et donc là, c'est une énorme satisfaction et ça fait vraiment partie de la beauté de ce métier. Ensuite, on est aussi en prise directe avec les marchés financiers, l'actualité juridique et fiscale, les grands enjeux économiques. Et donc, c'est très dynamisant au quotidien d'être dans cette mouvance qui évolue tout le temps et dont il faut se tenir, bien sûr, très informé. Et puis enfin, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, il faut aimer avoir des interactions avec les différentes compétences de la maison, puisque c'est grâce à ces échanges et à ce travail d'équipe qu'on va pouvoir proposer des solutions adaptées et performantes vis-à-vis du client. Alors, les qualités requises pour être un bon banquier privé, vous l'avez compris, il faut déjà avoir un vrai esprit de conquête, puisqu'il va falloir convaincre un client de devenir, convaincre un prospect de devenir client. Et donc il faut aimer convaincre et avoir le sens de cet esprit de conquête. Ensuite, il faut aussi être très rigoureux, très méthodique et aussi très pugnace dans l'approche de prospection, parce que c'est un métier très laborieux et parfois qui peut prendre beaucoup de temps. Et donc la méthode pour ça est très importante. Et puis enfin, dans le métier de banquier privé vis-à-vis de la clientèle existante, il faut être très pédagogue, avoir beaucoup d'empathie et d'écoute pour bien comprendre leurs objectifs et répondre à leurs problématiques de manière adaptée et sur mesure. Et puis enfin, voilà, juste pour résumer en quelques mots, moi je dirais qu'on est un peu le médecin de famille du patrimoine
Et donc, on a cette forte relation de confiance qu'on va créer dans la durée et qui est pour moi la principale caractéristique et qui est très motivant au quotidien. Donc, si je reviens sur les stagiaires, dans notre équipe de banquiers privés à Paris, on travaille avec 2 stagiaires de 6 mois donc, au quotidien. On a aussi 3 stagiaires dans nos bureaux à Lyon, Nantes et Bordeaux et un stagiaire dans chacun de nos bureaux à Luxembourg et à Bruxelles. Et nos stagiaires dans l'équipe des banquiers privés ont un vrai rôle, je dirais clé, puisque c'est eux qui, tous les matins, à Paris, sont en charge à 9h15 de présenter à l'ensemble des banquiers privés les sessions d'entreprise qui aboutissent évidemment ensuite idéalement à un rendez-vous avec l'entrepreneur qui a cédé. Et pour vous donner une idée en termes de volume d'interaction, au premier semestre 2022, nos stagiaires ont identifié 260 sessions. Et sur ces 260 sessions, la moitié était suivie déjà par des banquiers privés, puisqu'ils faisaient leur travail de veille, mais 130 étaient des nouvelles sessions qui se sont réparties entre les différents banquiers privés. Donc vraiment, ils ont un rôle d'identification des cibles. Et donc, il faut avoir un bon esprit de synthèse pour présenter chaque matin donc, ces sessions aux banquiers. Ensuite, ils nous aident aussi à rédiger donc, les pitchs aux prospects. Et donc, il faut avoir un bon sens du travail en équipe pour travailler avec le gestionnaire de portefeuille, avec le banquier, avec l'équipe marketing pour proposer une proposition d'investissement et notamment aussi des reportings personnalisés quand il s'agit de clients. Donc, la maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint sont évidemment un prérequis pour pouvoir travailler sur ces propositions. Mais, Donc voilà en résumé, je pense que mon temps est écoulé. Je serais oui, ravie de merci répondre à vos beaucoup. questions. Merci beaucoup, Aurélien. On enchaîne directement avec Annabelle pour Oui. parler du métier d'analyste. Oui, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Annabelle Vinatier. J'ai effectué mes études à l'université Paris-Dauphine. J'ai un master 2 en finance d'entreprise. Alors moi, j'ai commencé à travailler comme analyste financier chez Dresdner Kleinwort Benson sur le secteur de la distribution spécialisée. Donc là, je vais commencer à vous présenter le métier d'analyste. Le métier d'analyste, c'est simple, il faut déterminer si telle société est un bon investissement ou pas. Donc l'analyste, il va faire plusieurs choses. Il va regarder les comptes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit se dire est-ce que l'entreprise est rentable ou non et comment ce niveau de rentabilité va évoluer. Ensuite, il va faire des prévisions de résultats sur ce qu'il pense que seront les résultats futurs et à partir de là, il va faire une évaluation de l'entreprise. Il va donner une valeur à l'entreprise. Il va comparer ensuite cette valeur au cours de bourse. Si la valeur est supérieure au cours de bourse, bon, c'est un investissement qu'il va recommander à l'achat. Mais en revanche, si bien sûr la valorisation est inférieure au cours de bourse, il va recommander de vendre ce titre. Donc, lors de cette première expérience, j'étais sur la distribution spécialisée et j'ai pu étudier des sociétés comme Castorama ou Galeries Lafayette. Et puis, j'ai voulu un peu ouvrir mon champ d'analyse et j'ai rejoint alors Enskilda Securities pour toujours faire la distribution spécialisée, mais également élargir à la distribution alimentaire, donc des sociétés comme Carrefour ou Casino. Ça, c'est une première étape qui a duré environ 6 ans. Donc, c'était très intéressant, c'était très formateur, mais vous recommandez de faire ou non un investissement, mais en fait, vous prenez jamais vous-même la décision d'investir. Donc, c'est un peu frustrant à un moment donné. Et c'est pour cela que j'ai rejoint Lazare Frères Gestion en 2004, donc il y a maintenant 19 ans, comme analyste gérant action. J'ai d'abord travaillé sur les grandes entreprises qu'on appelle les large caps. Et là, j'étais en charge des secteurs biens de consommation agroalimentaire et médias. Donc, j'ai suivi des sociétés comme L'Oréal ou LVMH. Et puis, il y a 10 ans, j'ai rejoint l'équipe small cap. Donc là, c'est le small cap, c'est pour l'appellation pour les petites valeurs, les entreprises de moins de 2 milliards de capitalisation boursière. Donc, on va rentrer un peu plus dans le sujet maintenant de ce qu'est le métier d'analyste gérant action. Donc, on me confie de l'argent et je dois l'investir sur des actions de petites entreprises européennes. Donc, je vais devoir faire plusieurs choses.
Je vais, pour simplifier, 3. La première, c'est qu'il faut que je sélectionne des entreprises sur des critères, définis de rentabilité et de valorisation. On cherche des entreprises rentables, c'est-à-dire des entreprises qui gagnent de l'argent, qui génèrent du cash. La deuxième chose, une fois que j'ai identifié ces entreprises, c'est que je vais construire un portefeuille avec environ 40 valeurs. Donc, je dois définir les pondérations de ces titres. Quand je suis très confiante, je vais mettre un gros poids. Quand je suis peut-être un peu moins confiante, je vais mettre un plus petit poids. Et puis après, quotidiennement, chaque jour, puisque les titres cotent tous les jours, donc certains vont monter, certains vont baisser, eh bien, ce portefeuille, il va vivre. Je vais alléger des positions, je vais en renforcer, je vais en sortir parce que le titre est très bien monté et je vais en faire rentrer des nouvelles positions dans le portefeuille. Alors, je voudrais vraiment préciser quelque chose qui est important, c'est que Lazare Frères Gestion, c'est un modèle qui est unique. Généralement, dans notre métier, vous êtes soit analyste, soit gérant. Et chez Lazare Frères Gestion, vous avez les 2 rôles. Vous avez compris que quand on est analyste, on est un spécialiste de certaines valeurs, pas de toutes, et vous ne prenez pas la décision d'investir. Quand vous êtes gérant, vous prenez la décision d'investir, mais là, en revanche, vous n'êtes pas un spécialiste de toutes les valeurs. Donc, voilà, c'est un peu frustrant quelque part des 2 côtés. Et chez Lazare Frères Gestion, on a les 2 compétences. Donc, et ça a vraiment beaucoup d'avantages puisque vous connaissez parfaitement ce que vous avez en portefeuille. Donc, ça vous permet d'être extrêmement réactif. Et quand vous êtes très réactif, vous prenez toujours des meilleures décisions d'achat ou de vente d'un titre. Alors maintenant, ça fait 19 ans que je fais ce métier que j'adore, qui me passionne vraiment. Il y a beaucoup de raisons pour moi d'aimer ce métier. Alors j'ai dû en sélectionner 3. Slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Alors le premier, qui moi je trouve passionnant, c'est le fait qu'on a une vision globale d'une société cotée. Vous avez compris que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que oui ou non, cette société serait un bon investissement? Donc on doit se poser beaucoup, beaucoup de questions et on va faire différentes sortes d'analyses. On va faire des analyses stratégiques, c'est-à-dire se poser des questions très simples. Quel est le produit ou le service qui est vendu par l'entreprise? Qui sont les concurrents? Et comment tout ça va évoluer? On va faire des analyses financières. On va prendre les rapports annuels, on va les étudier, on va remplir des modèles. On a des modèles avec qui reprend le compte du résultat, le tableau de financement, le bilan. On regarde ça en historique. On va se poser des questions. Comment est construite cette rentabilité? Est-ce que l'entreprise peut améliorer ou pas? Et comment elle peut faire tout ça? Et puis, on va faire aussi une analyse managériale. Est-ce que l'entreprise dirigeante est de qualité? On va rencontrer les présidents, les PDG de ces entreprises, les directeurs financiers. On va sur place, on va visiter les sites, donc ce qui est absolument passionnant et ce qui vous permet vraiment, vraiment de comprendre très, très bien l'entreprise. Et puis, on fait également une analyse ESG, c'est-à-dire eh bien, comment s'inscrit la société en matière d'investissement, en matière des aspects sociaux ou de gouvernance. Et on note également les entreprises qu'on a en portefeuille sur ces critères. Donc, vous comprenez qu'en fait, on se pose beaucoup de questions. Intellectuellement, c'est vraiment très, très enrichissant et très motivant. Et tous ces éléments dont je viens de vous parler sont liés et ça nous aide à nous forger une conviction forte sur les entreprises. La deuxième chose que j'aime dans ce métier, c'est la grande diversité de cas rencontrés. En Europe, il y a environ 1000 entreprises, 1000 petites entreprises. Alors, je vous rassure, je ne connais pas les 1000 entreprises, je ne les connais pas toutes, mais ça me permet d'avoir une diversité d'échanges très vaste. La même journée, je peux commencer avec le leader mondial des fûts. J'enchaîne avec le leader mondial des moteurs pour volets roulants et je vais terminer avec un acteur dans la maroquinerie. Et là, vous apprenez énormément de choses. Donc, si vous êtes curieux, vraiment, ça vous nourrit énormément. Et tout ce que vous apprenez peut vous servir pour une autre entreprise. Donc, ne cessez vraiment jamais d'apprendre. Et la troisième chose, c'est vraiment le côté ludique de ce métier, c'est la gestion quotidienne du portefeuille. Je vous ai expliqué tout à l'heure, les cours varient tous les jours, à la hausse, à la baisse. Donc chaque jour, vous devez prendre des décisions. Donc c'est vraiment très ludique, mais attention, c'est très rationnel, hein. Toutes les décisions qu'on prend
sont basées sur nos connaissances des entreprises et rien n'est fait au hasard. Voilà, quelques mots, maintenant sur, comment se passe un stage chez nous. Alors, à Paris, nous sommes une équipe de 13 analystes gérants, 2 sur les États-Unis, 1 sur le Japon, 7 sur les large cap, donc les large cap, les grandes entreprises européennes et 3 sur les small cap. Et on travaille en permanence avec 2 stagiaires, qui sont avec nous pour 6 mois. Et les 2 fonctions principales de nos stagiaires, c'est premièrement, ils mettent à jour certains de nos modèles. Hem, alors bon, sur les prévisions, ils vont regarder, mais on va souvent faire ça ensemble. Mais il y a un gros travail à faire, en historique et de préparation des prévisions. Et puis également, ils vont participer à des réunions et ensuite ils vont, faire des comptes rendus sur les éléments clés, de ce qui est ressorti de ces réunions. Alors, il y a une condition pour postuler à ce stage, avec nous, c'est qu'il faut connaître les bases, de l'analyse financière. Pour ceux qui viennent, d'écoles d'ingénieurs, ils peuvent s'appuyer sur l'ouvrage, de Pierre Vernimmen, heu, pour, prendre connaissance de ces éléments. L'intérêt du stage, alors je dois avouer que si j'avais eu ce stage quand quand j'étais étudiante, j'aurais vraiment, vraiment adoré parce que vous allez vraiment, mais vraiment beaucoup progresser en analyse financière et quoi que vous fassiez derrière, vous aurez une très, très bonne compréhension de ce qu'est une entreprise, comment ça marche, voilà, comment on valorise une entreprise. Donc quoi que vous fassiez derrière, que ce soit, des fusions-acquisitions, du private equity ou même n'importe quoi, vous allez avoir une vision globale d'une entreprise et ça vous sera toujours utile, tout au long de votre parcours professionnel. Un dernier mot sur les qualités qui sont valables aussi bien pour les stagiaires que pour ceux qui voudront faire ce métier d'analyste gérant. 3, la première, je pense qu'il y en a une qui est évidente, c'est la rigueur. On travaille avec des chiffres, donc on peut pas se tromper. Donc il faut vraiment être rigoureux. La deuxième, c'est la curiosité. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on se pose des questions en permanence. Pourquoi? 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 Comment? Donc il faut vraiment, vraiment être curieux. Et la troisième, c'est être réactif. Où il y a beaucoup d'informations qui arrivent et donc il faut vraiment tirer des conclusions, de toutes ces informations qui nous parviennent. Voilà. J'espère que j'ai été claire et je répondrai à vos questions, tout à l'heure. Merci beaucoup, Annabelle. Et puis, on enchaîne tout de suite sur Olivier, Risk Management, le plus bref possible, pour qu'on ait du temps après pour parler des stages. Olivier, la parole est à vous. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Olivier Bibiano, je suis directeur des risques et des opérations de Lazare Gestion. Je suis diplômé d'un master spécialisé du schéma et d'un DESS Finance. En 1995, ça commence à dater maintenant. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'analyste quantitatif chez Natexis, côté banque de financement. J'ai évolué sur des fonctions toujours en risque, avec quelques responsabilités sur les matières premières, notamment par 2 ans à Londres entre 2000 et 2002. Pour ensuite revenir sur Paris en tant que responsable du risk management. Ça, c'était tout ce qui était côté BFI. Puis ensuite, j'ai découvert le monde de l'asset management chez Ophi Asset Management, où les challenges, de la même façon que chez LBPAM ensuite, c'était de créer, de monter de toutes pièces une direction des risques au sein de ces entités, à un moment où la fonction risque dans les sociétés de gestion était quelque chose qui était plus souvent accolé à de la compliance plutôt qu'à du risque et du risk management pur. J'ai essayé de créer un hedge fund entre 2014 et 2016 avec des amis, hedge fund qui n'a pas marché, mais c'était une expérience extraordinaire. J'ai rejoint Lazare Frères Gestion en 2016 en tant que directeur des risques. Ensuite, au gré de l'évolution et aussi de la croissance de la structure et des évolutions internes, j'ai aussi récupéré les opérations, en l'occurrence un gros middle office. C'est ce qui fait cette terminologie d'opération que vous voyez là. Pour vous parler du métier de risk manager.
Notre métier, c'est de suivre les principales expositions aux risques qui sont prises par les gérants. C'est une condition sine qua non. Les sales, les vendeurs, les banquiers privés sont là pour vendre, pour trouver des clients, ramener de l'argent. Les gérants, les analystes sont là pour le gérer. Nous, on est là pour, d'une part, surveiller, valider, apporter des solutions quantitatives potentielles à leur endroit, mais aussi de temps en temps et assez régulièrement directement à destination des clients. Quelque part, notre rôle, comme le rôle de toutes les fonctions dites autour, telles que François-Marc vous les a exposées tout à l'heure, c'est de maintenir la capacité à être acheté. C'est pas tout de vendre, c'est pas tout de gérer. Encore faut-il pouvoir être acheté et que nos clients puissent continuer de nous acheter dans la durée. Et ça, c'est le plus important parce que finalement, la rentabilité, c'est la durée. Ce sont ces éléments-là qui font que l'on arrive à être rentable et à continuer à embaucher et à prendre des stagiaires aussi pour créer des postes pour tout un chacun. Donc notre métier, c'est identifier, analyser, reporter des risques, les risques sur les portefeuilles, éventuellement des demandes particulières, des optimisations de portefeuille, en accompagnement direct de l'interne et de l'externe. Tout ça sur le plan quantitatif, en définissant des limites au-delà de ce que les clients ou de la réglementation nous imposent. On est amené à créer et à définir des limites internes, soit plus strictes, soit sur des indicateurs qui ne sont pas identifiés par la réglementation. C'est aussi de définir évidemment des nouveaux indicateurs au gré du temps, créer des nouveaux indicateurs quantitatifs, on le fait assez régulièrement, on en a fait récemment encore sur tout le périmètre fixed income en face des process de gestion. C'est valider les modèles quantitatifs, que ce soit sur des produits structurés, sur les process de gestion, sur la façon de pricer des produits. C'est un élément important qui est souvent peu vu, en tous les cas enfin, peu mis sur le devant de la scène, mais en tous les cas qui est un passage obligé, une nécessité pour pouvoir piloter tout ça. C'est aussi et surtout savoir apprécier le degré de risque, de réputation de nos investissements. J'ai souvent coutume de risque dire qu'on gère un macro-risque, c'est celui de réputation. La réputation, c'est la stabilité de nos clients, c'est ce que l'on doit avoir en permanence sur le devant de la scène. Le reste, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de contrepartie, de liquidité, ce sont finalement des moyens de l'atteindre et de le maîtriser. Voilà ce qui est le métier pour moi de risk manager. Ce métier, c'est un métier qui est passionnant. Il est passionnant parce qu'il est au milieu, il nécessite une vision transverse de toute la valeur ajoutée d'une société de gestion. Que l'on parle de multi-assets, il faut comprendre, connaître la plupart des produits financiers. On ne va pas parler simplement d'equity, de fixed income ou d'allocation, mais aussi de multi-assets, de sélection de fonds. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui sont extrêmement valorisants pour pouvoir en fait continuer à apprendre et apprendre tous les jours. C'est aussi un métier qui est au milieu de tout le dispositif opérationnel. Il faut qu'on comprenne le langage des sales, qu'on comprenne le langage des gérants, qu'on comprenne en fait l'organisation, les systèmes internes. Les systèmes, c'est quelque chose de très important. La data, c'est encore plus important. Vous avez très souvent dû entendre l'adage garbage in, garbage out. Eh bien, c'est un élément qui est prépondérant dans notre mode de fonctionnement et dans la connaissance qu'un risque manager doit avoir. Autre élément d'intérêt de ce métier, aucune journée ne ressemble à la précédente. Près de la moitié de ma journée de travail, ce sont des sujets du jour, ce sont des choses qui arrivent, des solutions à trouver, des problèmes à résoudre. C'est ça le quotidien d'un risk manager. Dernier point, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment d'être au service des clients internes et externes. On se doit d'être en capacité de répondre à toutes ces attentes-là et d'apporter des solutions à des problématiques qui se font jour dans notre quotidien. Les qualités requises, vous en avez entendu déjà plusieurs. La rigueur, bien évidemment, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Annabelle. On travaille avec des chiffres. On a la nécessité d'être le plus rigoureux possible. C'est pas toujours facile. Les systèmes, la data, c'est quelque chose de compliqué. Mais la rigueur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La curiosité, c'est ce que je
dis à tous les stagiaires lorsqu'ils arrivent dans mon périmètre. Euh, Soyez curieux, levez le doigt. Vous avez la chance d'être dans une petite boîte de gestion à taille humaine, avec des plateaux, avec plusieurs métiers qui souvent sont les uns à côté des autres. Donc écoutez, levez le doigt, participez, c'est ce qui est le plus important dans tout ça. Être réactif, bien évidemment, il faut être en capacité de répondre au sujet du jour. Je vous l'ai dit, la moitié de mon temps de travail, ce sont des sujets du quotidien et évidemment de grandes compétences techniques. Ça, c'est quelque chose d'important. On parle de système, on parle évidemment de connaissances quantitatives, capacité, vous le voyez en dessous sur les conditions pour postuler au stage, une maîtrise d'Excel, de certains langages de programmation comme le VBA, le Python, le SQL. Évidemment, vous ne savez pas tout. Évidemment, vous connaissez ces éléments d'un point de vue scolaire. Nous, on est là pour vous apprendre ce que c'est réellement qu'un bond, une equity, comment ça fonctionne, quels sont les risques inhérents à chacun de ces produits-là. Donc, les conditions pour postuler à un stage dans mon équipe Risk Management, c'est de connaître les bases des différents instruments financiers. Surtout, apprenez-les, essayez de savoir réellement ce que c'est qu'une obligation et pas simplement dire que un bond, c'est une obligation juste par sa traduction, mais vraiment essayer de savoir un minimum les différents types d'obligations qui puissent exister, aimer comprendre, aimer apprendre, aimer le travail en équipe, les interactions. On est au centre, donc les interactions, elles sont quotidiennes. C'est quelque chose de primordial. Et je l'ai dit juste avant, une certaine maîtrise de langage de programmation, c'est quelque chose d'important chez nous, puisque que ce soit du VBA ou du Python ou du SQL, c'est du lot quotidien. Voilà pour le métier de risque manager. Essayons maintenant d'ouvrir sur les questions et je repasse la parole à Mylène pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Olivier. Avant qu'on passe aux opportunités de stage qu'on va vous présenter, je voudrais juste dire que à plusieurs reprises, on vous a dit qu'il faut avoir certaines bases. On sait pertinemment que peut-être dans les écoles de commerce, parfois il y a des cours de finance qui sont, mais rarement dans les écoles d'ingénieurs. Et ce n'est pas grave. Vous avez des têtes bien faites, vous avez passé des concours très difficiles, donc vous êtes capable de prendre des livres. Le Verniman est un très bon livre. Et avant de vous présenter pour des stages, eh ben de vous faire un peu de culture et d'être capable de montrer que vous connaissez, que vous êtes intéressé, que vous connaissez les bases. Voilà, alors peut-être maintenant, Kaina de notre DRH va vous parler des stages. Kaina. Oui, bonjour à tous. Je prends quelques minutes, quelques instants la parole pour vous présenter les opportunités de stage et d'alternance. Sachez que nous recrutons environ 50 stagiaires et alternants chaque année. Nous avons indiqué sur cette slide aussi bien les offres de stage et alternance à pourvoir que celles déjà pourvues, afin que vous ayez une vision globale une vision d'ensemble sur la diversité des offres proposées. La plupart des opportunités de stage sont renouvelées tous les 6 mois. Donc, sachez que si une offre de stage vous intéresse aujourd'hui, mais elle est pourvue, sachez que vous pourrez y postuler dans quelques mois, car elle sera de nouveau à pourvoir.